Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Nostro Milan, l'émission by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. La saison débute lundi prochain, l'occasion pour nous de faire un premier bilan du mercato de l'AC Milan. Comme toujours, à mes côtés, nous avons Adri. Salut Adri. Salut les gars, bonjour à tous. Théo. Salut Théo. Salut à tous. Et nous enregistrons le retour de Yann. Salut Yann. Bonjour tout le monde. Après un début d'été très calme, le mercato des rossoneri s'est agité. À la lutte avec notamment l'Inter, le Milan a signé le jeune prodige italien Sandro Tonali pour un prêt payant de 10 millions, assorti d'une option d'achat à 15 millions. Masterclass de Maldini, selon toi, cet accord, Théo? Écoute, je pense que c'est déjà un très bon coup. On parle d'un transfert qui ne devait pas du tout se faufiler du côté de Milan. On rappelle qu'à la chute de sa très bonne saison avec Brescia, Massimo Cielino, le président du club promu, est déjà relégué en Série B formelle. Sandro Tonali ne sera pas conservé. La préférence première du joueur, c'est l'Inter. Il l'annonce publiquement. C'est donc tout naturellement que le club d'Antonio Conte se positionne dessus. Seulement l'accord tarde et il y a quelques jours, on a cette chance finalement de recueillir Sandro Tonali dans notre effectif. On voit après finalement sur les réseaux sociaux que c'était un grand fan du club rossonero. Débat entre donc choisir l'un des deux clubs de Milan. Au final, on le récupère. Très bon coup de Maldini, évidemment. Recruter des jeunes, il avait montré qu'il savait le faire à l'image de Théo Hernandez de la saison passée. Maintenant, on parle d'un joueur qui a une énorme pression médiatique sur les épaules entre les comparaisons à Gennaro Gattuso ou Andrea Pirlo. Et on parle d'un joueur qui a démarré en Série B il y a seulement 3 saisons. Une saison pleine avec Brescia dans l'élite italienne cette année, mais très content bien évidemment de cette signature parce que ça fait partie des jeunes prometteurs qu'on a en Italie. Très bien. Yann, un avis sur la question? Comme l'a dit Théo, c'était vraiment un transfert qui pour moi ne devait pas se faire. Pour moi, en étant hors de l'Europe, prendre le talent italien le plus en vogue du moment, ça paraissait pour moi totalement utopique. On n'a vraiment aucune chance avec l'Inter qui était tout proche, qui a quand même un projet très solide en ce moment et qui retourne en Champions League et qui pour moi l'année prochaine va clairement jouer le titre avec la Juventus. Pour moi, c'était quelque chose qui ne devait pas se faire. Et tout à coup, petit à petit, de fil en aiguille, j'ai vu le transfert arriver. Je me suis dit, génial, incroyable. On arrive à prendre un talent italien qui a que 20 ans. On parle d'un talent d'un 2000 qui a que 20 ans et qui a des qualités techniques, tactiques et qui a une prestance sur le terrain en tant que numéro 6 qui peut jouer devant la défense. Je trouve absolument incroyable. Après, tu le soulignes, Théo, il a 20 ans, il a une grosse pression médiatique. Il faudra lui laisser le temps de s'adapter à un grand club qui a de grandes attentes, qui joue l'Europe. Donc, ne pressons pas, allons-y doucement et puis laissons éclore ce talent italien dans notre beau San Siro. Adri, du coup, on était très satisfait la saison dernière de la doublette Bennacer-Kessié. Tonali va bien sûr bousculer cette hiérarchie, à ton avis? Ouais, je pense clairement. De toute façon, Tonali vient pour être titulaire. Ça, j'en suis convaincu. Je pense clairement que ça va être moi, Kessie, qui va sauter. Malgré qu'il y avait une bonne alchimie, une bonne entente entre Bennacer et Kessie. On l'a vu vraiment après la reprise du championnat post-Covid. Après, c'est vrai que si on s'attarde un peu plus tôt dans la saison, Kessie, voilà, c'était très brouillon, encore une fois, pour les raisons qu'on avait évoquées. Donc c'est pour ça que je pense que Tonali sera en compagnie de Bennacer, sachant qu'il faut savoir que Bennacer et Tonali, c'est les deux joueurs du championnat avec le plus haut pourcentage de dribbles réussis, à savoir 79% pour Bennacer et 78% pour Tonali. Je trouve que Bennacer et Tonali, sans faire de comparaison trop hâtive, c'est à peu près le même profil, tandis que Kessié a un profil un peu plus milieu défensif, percutant, sachant qu'il a été la plus grosse progression aux yeux des tifosi rossonero. On l'a vu dans la dernière mission qu'on avait fait. Est-il possible, selon toi, Théo, de revenir à un 4-3-3 avec 3 milieux? C'est justement la question qu'on est en droit de se poser. Adrien l'évoquait très justement. Il va y avoir une hiérarchie qui va forcément être bousculée. Malgré cette instauration du 4-2-3-1 de Pioli en fin de saison dernière, on parle d'un joueur qui joue exactement au même poste ou quasiment dans le même registre que qui se met le Bennacer ou Franck Kessié. La question de revenir sur un 4-3-3, forcément, elle impliquerait le repositionnement d'un joueur comme Hakan Çalhanoğlu sur le côté gauche ou du positionnement plus avancé, on va dire Dante Rebic couloir gauche. On sait que c'était déjà son poste dans le 4-2-3-1. Moi, je pense que dans les deux cas,
c'est un risque à prendre, un risque conséquent dans la mesure où c'est un dispositif qu'on connaît, qu'on a longuement utilisé, pas forcément avec les bons joueurs certes, Mais qui n'a jamais mais marché. qui n'a jamais. qui- je pense qu'il a quand même une époque où il marche bien. Je repense à cette époque sous Vincenzo Montella. C'était la saison 2017-2018, si je ne m'abuse, où Souzo avait vraiment un rôle extraordinaire à jouer. C'était le maître à jeu de notre effectif, on peut difficilement s'en cacher. Mais c'était l'une des rares fois où j'ai vu un 4-3-3 efficace. Après, là, on a cette chance cette année, si ce dispositif vient être mis en place, d'avoir déjà la certitude d'avoir un buteur fiable, c'est-à-dire Zlatan, un joueur couloir gauche qui a l'habitude de jouer à ce poste en la personne d'Ante Rebic, et 3 milieux de terrain, tous aussi compétents les uns que les autres. Après, on prend ce risque aussi de revoir le rôle difficile du milieu box-to-box pour Franck Kessié. On sait que ce n'est pas son meilleur rôle. Et aussi la titularisation certaine ou une rotation qui va s'avérer fragile entre Salzmakers et Castillero, qui, on le sait, n'ont pas encore totalement prouvé du côté de Milan. Il y a Brahim aussi qui est arrivé Bien sûr. dans cette rotation au poste d'ailier droit. Yann, pour toi, est-ce qu'il faut revenir au 4-3-3 ? Donc, on a vu qu'il n'a pas marché en début de saison avec Pioli. Ou faut-il rester au 4-2-3-1 et sacrifier peut-être Benasser ou Kessié ? Alors, déjà, moi, je resterai clairement dans notre dispositif de base, qui est le 4-2-3-1. Après, je ne parlerai pas de sacrifier Benasser ou Tonali ou Kessié. On va avoir une saison avec beaucoup de matchs qui vont devoir se jouer dans un laps de temps assez court, étant donné qu'on recommence la saison très tard. Et donc, pour moi, c'est important, c'est même obligatoire d'avoir à ce poste de numéro 6. On le sait, on a Benasser qui prend quand même beaucoup de cartons. Il est possible physiquement, tout à coup, qu'il y ait un des deux qui lâche et qu'on ait besoin du troisième. Les suspensions et tout ce qui en suit, c'est très important pour moi d'en avoir 3. Après, au niveau du dispositif, je ne suis pas très fan du 4-3-3 et je trouve l'équilibre d'un 4-3-2-1 vraiment très bon pour le joueur, pour l'effectif que l'on a. Et comme dit, j'ai pas envie qu'on se précipite, qu'on se dise waouh, on a 3 bons milieux de terrain, on va passer dans un 4-3-3. Non, restons avec ce qu'on connaît, continuons à construire sur les bases que nous avons et essayons une fois de prendre le temps, de ne pas se précipiter. Et je pense que c'est pour moi la solution pour enfin réussir à progresser et à accrocher une 4e place qui serait significative d'une qualification en Champions League. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense que le 4-3-3, on n'a pas la profondeur des effectifs pour aligner nos 3 milieux en même temps. Parce que derrière, tu fais rentrer qui ? Tu fais rentrer Krunic, tu fais rentrer Paqueta peut-être, mais qui est sa position de prédilection. Que donnerait Zlatan dans une attaque à 3 sans un Çalhanoğlu en dessous de lui qui lui permettrait, voilà, on sait que Zlatan est souvent très bas sur le terrain et Çalhanoğlu, lui, est plus libre. Donc oui, c'est des questions pour moi qui ne se posent pas. Je pense que Milan doit vraiment rester en 4-2-3-1. Comme tu l'as dit, on aura beaucoup de matchs, donc tous les joueurs auront du temps de jeu. Il nous faut une profondeur d'effectif, faut en être content. Je pense que même qu'on pourra peut-être ajouter, on en reviendra peut-être tout à l'heure, mais Bakayoko qui apporterait encore plus de profondeur d'effectif pour vraiment avoir 4 milieux de terrain dans un système à 2 milieux de terrain du coup pour voilà, la meilleure rotation possible et pour pouvoir être compétitif sur toutes les compétitions. Très bien, donc on va revenir maintenant sur tout d'abord les arrivées côté Milan. Donc nous avons enregistré les arrivées de Kalulu, Roback pour la Primavera notamment, Tonali, Brahim Diaz, Zlatan Ibrahimovic et Rebic qui ont été confirmés. Et enfin, Tatarusanu arrivé hier. Comment jugez-vous ces entrées ? On va noter collectivement voilà, toutes ces entrées. Théo, que penses-tu de ce mercato ? Écoute, c'est un mercato qui aura mis du temps à se mettre en place. Je pense qu'il faut être lucide là-dessus. Après, on enregistre beaucoup d'arrivées rapidement. On peut quand même saluer le rôle de Zlatan Ibrahimovic dans l'arrivée du jeune Roback, qui a fait ses premiers pas sur les matchs amicaux, on l'a vu. Pareil, pour Kalulu, qui a eu ses premières minutes. Tonali est également rentré face à son club formateur hier lors du match amical face à Brescia. Enfin, on a enregistré tout récemment le remplaçant de Donnarumma, la doublure. Kalulu a eu de très bons échos par la presse italienne sur ses premières performances, au point même de le voir titulaire, selon certains médias, pour le premier match de barrage d'Europa League qui se tiendra jeudi. En revanche, je pense qu'on peut déjà attribuer une note sur les arrivées de Brahim Diaz, Tonali et Tatarusanu. Pour Brahim Diaz, on parle d'une pépite formée au Real Madrid, si je ne dis pas de bêtises, ou à Manchester City. C'est Manchester City.
City. Manchester City, autant pour moi, qui a eu l'occasion d'être prêté au Real Madrid la saison passée. Je pense que la note de 5 sur 10 me semble la plus juste dans la mesure où on sait que c'est un jeune joueur. Certes, il a cette facilité de parler espagnol, ce qui va faciliter des contacts avec Samu Castillero ou avec Théo Hernandez. Mais ouais, 5 sur 10 dans la mesure, c'est un joueur en prêt. On va attendre. Il est très prometteur, certes, mais on sait que les jeunes joueurs dans les couloirs qu'on reçoit pour 1 ou 2 ans, c'est une intégration qui est difficile. Et même si je lui souhaite le meilleur, j'attends quand même de voir sur le terrain ce qu'il donnera. Pour Tataru Tsanou, c'est une valeur sûre, entre guillemets. Il était en grande difficulté du côté de Lyon, où il était arrivé du côté du club dirigé par Jean-Michel Aulas pour être titulaire, parce qu'Anthony Lopez était annoncé sur le départ. Au final, Anthony Lopez n'est pas parti. Il y a eu un micmac entre son agent et le club. On sait qu'il n'était pas dans une situation très avantageuse. On le signe pour 500 000 euros. Que dire de plus? Une doublure fiable, un habitué du championnat qui a montré de très belles choses avec la Fiorentina. Donc, je pense que la note de 6 ou 7 sur 10 serait judicieuse parce que c'est un recrutement adéquat avec notre projet, un deuxième gardien qui a de l'expérience. Et puis pour Sandro Tonali, peut-être l'enthousiasme qui parle, mais la note de 8 me semble la plus juste. On parle d'un joueur que l'Italie entière voulait s'arracher. Comme le disait Yann, il avait le choix entre les 2 clubs de Milan. Il a finalement décidé de rejoindre celui qui fait le plus battre son cœur. Maintenant, reste à voir si la chimie se fera entre lui et le club lombard, mais évidemment que je lui souhaite que ça soit dans un 4-3-3 ou un 4-2-3. Très bien. Donc, globalement, quelle note attribue aux arrivées milanaises? Ouais, je pense que la note de 7 me semble pertinente. On ne pourra pas attendre le mercato parfait parce qu'on n'a pas signé deux numéros 6. On sait que c'était l'une des priorités. Je pense que le changement de numéro, mine de rien, d'Anterevic de passer au 12, ce n'est pas un signe très optimiste pour l'arrivée de Bakayoko. On signe des latéraux. Donc, ça soigne peut-être notre problème de latéraux droit. On a une rotation devant, mais on aurait pu faire mieux, je pense. Donc, non, la note des 7 sur 10. Très bien. Adri, ton avis sur les arrivées? Déjà, Milan prépare le présent, mais aussi l'avenir, hein, avec Kalulu, Roback. C'est vrai que Kalulu, il a montré de belles choses en championnat, tout comme Roback. Et c'est vrai que, comme le disait justement Théo, c'est vrai que il avait commencé à se faire peut-être un petit nom du côté de Lyon. Et Rudy Garcia s'en mordait les doigts en conférence de presse. Hein. Il a dit lui-même qu'il avait une place potentielle de titulaire à l'OL et qu'il avait un gros potentiel. Donc, il a 20 ans. Après, voilà. Ouais, il a que 20 ans, ouais. Il a l'âge de Tonali. Donc il peut venir en équipe première. Enfin, il est légitime pour arriver en équipe première. C'est comme le disait Théo, c'est vrai que c'est compliqué. On les a jamais vus jouer. Ils ont pas de contrat pro encore de leur côté avant Milan. Donc c'est vrai que c'est difficile de mettre une note dessus. Pour Diaz, c'est vrai qu'on nous vend comme une pépite aussi. Après, c'est vrai que d'après les dernières rumeurs qu'on a eues, ça pourrait être un peu comme Rebic, un prêt et un transfert négocié avec le Real. Mais c'est vrai qu'on nous l'a vendu, c'est vrai, comme une pépite aussi, qui vient de Manchester City. Tonali, voilà, après, comme on l'a très justement dit, joyau de l'Italie, toute l'Italie se l'arrachait. Donc voilà, c'est vrai que pour moi, globalement, je mettrais une note comme Théo, être 7 sur 10. On pouvait faire mieux, mais après, voilà, compliqué de faire mieux aussi de notre côté. Ok. Et Yann? Alors moi, je rejoins plus ou moins tout ce qu'ont dit mes petits camarades. Je vais aussi mettre pour ce mercato une note de 7 sur 10, mais pour l'instant, parce que je crois encore en la magie de notre Paolo Maldini national pour tout à coup nous ramener les quelques joueurs qui feront que ce mercato pourra tout à coup évoluer et nous apporter vraiment un réel plus. Pour le moment, comme l'a dit Adrien, on prépare également l'avenir avec les arrivées de Roback et Kalulu. Roback qui a très certainement été beaucoup pistonné par Monsieur Zlatan Ibrahimovic, on ne va pas se mentir. Brahim Diaz, je ne connais que très peu de joueurs, donc c'est très difficile pour moi de le signer. Pour moi, l'énorme coup qu'on fait sur ce mercato, c'est Sandro Tonali. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est absolument génial de pouvoir signer un talent italien en ne pouvant pas l'attirer sur le fait qu'on joue la Champions League, mais vraiment parce qu'il aime le club et avoir réussi à le prendre à l'Inter. Et je pense que la Juve a également été dessus à un moment. Je trouve ça totalement génial. Donc oui, je mettrais une note de 7 sur 10, mais qui peut encore augmenter si tout à coup on arrive encore à faire venir un défenseur central qui pour moi est vraiment la priorité en ce moment. Ouais, Gabia est parti en prêt ou pas déjà? Non, Non, il est toujours. Il est toujours là.
Donc, pour l'instant, on reste avec Musacchio qui est parti pour rester, visiblement, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune offre qui a été faite pour lui. Donc, on aurait ces quatre-là avec Léo Duarte aussi dans la même situation que Musacchio. On ne sait pas son avenir où il sera, mais pour l'instant, il est parti pour rester parce qu'il n'a aucune offre. C'est vrai que juste pour rebondir rapide, c'est vrai que je trouve aussi le mercato du Milan très intelligent. Parce qu'on n'a pas fait le famoso Mirabelli façonné à recruter 11 joueurs. On a une équipe qui marchait sur la fin de saison où justement il y a eu une alchimie. C'est vrai qu'au final, on prolonge Zlatan, qui était déjà dans le club. Tonali, italien, qui connaît déjà la Serie A, donc il n'y a pas besoin de s'acclimater à part au groupe. Brahim Diaz, comme tout à l'heure le disait justement Théo, espagnol, donc forcément avec Castillero, Hernandez, il pourra plus vite s'intégrer au groupe. Kalou français, il y a aussi Théo qui pourra aussi l'intégrer. Et Robac avec Zlatan qui pourra aussi facilement l'intégrer. Donc c'est vrai qu'on va quasiment pas chambouler l'effectif, ni le 11, à part Tonali et peut-être, je pense Diaz aussi, seront dans le 11. Donc au final, il n'y a que 2 joueurs qui vont, entre guillemets, venir chambouler l'effectif. Donc en soi, l'alchimie, pour moi, elle sera quand même présente. On va encore la garder parce qu'il y aura très peu de changements au final dans le 11 de départ. Au final. Oui, Yann. Très important ce que tu soulignes là, Adrien. Pour moi, c'est l'erreur que l'on fait depuis plusieurs années. C'est qu'on est pressé de retourner en Champions League. On a envie de voir Milan tout de suite retrouver le haut niveau. Une équipe de foot ne peut pas se construire en une saison. Et c'est important pour moi de ne pas chaque année se dire, mince, l'objectif n'a pas été atteint, recommençons depuis le début. Il faut vraiment repartir sur les bases que l'on avait de la saison passée, sur ce qui avait de positif. Pour nous, génial, nous avons fini la saison vraiment de manière exceptionnelle, en marquant beaucoup de buts, en ayant un jeu qui était assez léché avec ce nouveau dispositif du 4-3-2-1. Et en restant invaincu. Donc, en restant invaincu en plus. Donc, continuons d'avancer sur ce chemin et construisons autour de cette base qui, pour moi, est une base assez solide. Très solide même. Donc pour ma part, j'ai attribué une note de 8 sur 10 au mercato. Voilà, pour Brahim Diaz qui va s'installer, je pense que c'est vraiment l'arrivée qui m'enthousiasme le moins, parce que j'attendais un joueur qui prenne davantage la place de Castillero. Et là, on se dit que d'abord, il va arriver en tant que doublure de l'Espagnol. Mais d'un autre côté, la concurrence va être saine entre les deux. On sait qu'ils s'apprécient beaucoup. Brahim Diaz l'a dit dans son interview cette semaine que Castillero avait facilité son intégration et qui s'entendaient très bien avec. Donc, on peut s'attendre à une concurrence saine. Il n'y aura pas de guerre d'ego pour s'installer à la place de l'un ou l'autre. Les deux auront du temps de jeu. De toute façon, vu que, comme on l'a dit assez souvent, il y a la Ligue Europa qu'il faudra jouer. Kalulu qui va arriver avec une pression quasi nulle parce qu'il était parti pour aller en Primavera, mais il y a de grandes chances, à mon sens, qui pourquoi pas concurrence Conti et Calabria, qui tous les deux vont rester au club. Voilà, Calabria qui n'a pas d'offre assez conséquente pour être libéré et Conti qui vient de changer son numéro de maillot. Donc je pense que voilà, nous aurons ces trois-là. Il y aura du temps de jeu avec la Ligue Europa pour Kalulu, je pense, davantage. Et puis, s'il fait ses preuves dans cette compétition, je pense qu'on le verra très rapidement en Serie A. Tonali, voilà, on a tout dit juste avant. Et pour moi, les arrivées les plus importantes, c'est bien celles de Zlatan et de Rebic qu'il fallait absolument confirmer justement pour pas chambouler cette continuité et, voilà, qu'on avait mis en place l'année dernière. Donc, ça a été des arrivées très importantes. Donc, moi, pour le coup, je suis très satisfait de ce mercato. C'est un quasi sans faute. Après, je pense vraiment que nous irons chercher un Bakayoko. Je pense que c'est une question de quelques jours parce qu'il n'a pas été renouvelé. Il n'est pas inscrit en première ligue. Il n'a pas de numéro de maillot. Donc, voilà, je pense qu'un milieu de terrain avec un salaire conséquent comme ça, Chelsea ne va pas le garder très longtemps. Je pense sur la longueur, on gagnera les négociations avec le club londonien. On va parler maintenant des départs. Donc, pareil, vous allez attribuer une note de 1 à 10. Donc, on a enregistré les départs de Bilia, Ricardo Rodriguez, Bonaventura, Pepe Reina et enfin Suso qui a été, dont l'option d'achat a été confirmée après que Séville soit passé en Ligue des Champions. Yann, je te laisse commencer pour cette fois. Alors, pour moi, déjà, vous pouvez très certainement le deviner, petit passement au cœur d'un plus de joueurs helvétiques dans notre effectif. Mais on fera sans cette saison. Donc, tout d'abord, le départ de Bilia, pour moi, c'était nécessaire déjà depuis 2 saisons. C'est un joueur, un immense flop, un des plus grands flops qu'on a eu ces dernières années. J'avais beaucoup d'attentes en lui. Je me souviens du Bilia de la Lazio Rome qui était vraiment
qui pouvait jouer devant la défense, qui apportait de la sécurité dans son jeu. Avec nous, c'était totalement catastrophique. Ce que je retiens de Bilia à Milan, c'est un coup franc contre Parme, si je ne me trompe pas. Magnifique enroulé. C'est tout ce que je retiens de lui. Sinon, non, absolument rien. Son Forza Lazio, le premier jour quand il est arrivé, je pense que c'était prémonitoire de son aventure en Lombardie. Ricardo Rodriguez, bah pour moi, ça va être un grand regret parce que je le connais de l'équipe de Suisse. Je l'ai vu beaucoup jouer. C'était un joueur qui pouvait beaucoup se projeter offensivement, qui tirait les coups francs, les pénaltys, qui avait quand même un pied gauche assez exceptionnel. Et chez nous, à Milan, il a bien commencé. Et puis, petit à petit, il a perdu confiance. J'ai clairement l'impression que Ricardo Rodriguez, c'est dans la tête qu'il y a quelque chose dans l'intégration dans l'équipe, il y a eu un problème Mm. où ça n'a pas suivi. Et là, on le lâche pour 3 millions à Torino. Et bien, voilà. Jack, je pense que ça vous a tous fait quelque chose de le voir hier avec le maillot de la Fiorentina. Ouais. Certes, c'était plus le Jack qu'on connaissait du début de son aventure à Milan, mais j'espère qu'on ne va pas le regretter lors d'un match face à la Fiorentina où on aura le traditionnel goal d'Elex. Bah, il y a du monde surtout. Il y a Prince Boateng, il y a Coutron, il y a Bonaventura. Ils sont en train de monter l'équipe B de l'AC Milan là-bas. Voilà, exactement. À reprendre nos anciens joueurs. Ben, j'espère. En tout cas, je lui souhaite tout plein de bonheur à la Fiorentina parce que c'était vraiment un joueur que j'appréciais beaucoup, qui a beaucoup donné pour nous lors de cette période difficile à l'AC Milan. C'est un peu le même cas pour Suso. Suso, c'est un joueur que j'ai toujours adoré. Pour moi, il avait la petite magie qui le faisait tout à coup. Il arrivait à débloquer les matchs difficiles. Et lui aussi, il a été là durant toute cette période difficile à Milan où on a galéré, on va pas se mentir, pendant à peu près 10 ans. Et ben voilà, il part. C'est peut-être aussi le signe qu'on met enfin terme à cette période compliquée et Mm. qu'on repart sur quelque chose de neuf. Mais c'est deux joueurs que j'appréciais beaucoup, Jack et Suso. Reina, qui avait pour moi plus un rôle de grand frère pour Donnarumma, joueur d'expérience, qui va maintenant partir du côté de la Lazio, qu'on remplace par Tatarusanu. C'est difficile de se prononcer. Les quelques matchs qu'il a dû faire avec nous, il a toujours fait le travail. Donc, c'est aussi un départ qui, pour moi, me fait aussi un petit peu quelque chose parce que c'était un joueur que j'appréciais beaucoup, qui apportait de la joie, de la bonne humeur dans l'effectif et je pense que c'était quelqu'un d'important. Pour noter ces départs, je mettrais également la note de 7. C'est assez compliqué de juger comme ça ces départs. Peut-être un petit regret pour Jack, que j'aurais peut-être voulu voir, mais c'est Mm. peut-être plus mon cœur qui parle de le voir encore une saison avec nous et de peut-être pouvoir le quitter comme il faut avec un San Siro rempli et lui rendre l'hommage de ces quelques saisons passées à Milan. Pour moi, Bonaventura aussi, c'est un regret. J'aurais aimé le voir prolonger au moins cette saison. Voilà, parce qu'il a vraiment été le patron de cette période compliquée. Et pour moi, il méritait de faire partie de l'effectif. Après, sans trop m'avancer, qui a de grandes chances de nous ramener en Ligue des Champions. Il n'avait pas un salaire non plus très, très important. Et on sait l'amour qu'il avait pour ce club. Donc, je suis un peu déçu quand même que de ne pas l'avoir prolongé. C'est Suso. Je trouve qu'en fait, avec le départ de Suso, maintenant, on se prend beaucoup trop la tête sur qui mettre au poste d'ailier. Et alors qu'on oublie très vite qu'il a été vraiment le joueur, enfin voilà, qui nous a permis de ne pas jouer le maintien pendant 4-5 saisons. Il faisait de grosses prestations. Donc voilà, Suso, depuis son départ, on se prend la tête sur le poste d'ailier droit. Voilà, Castillero, Brahim, c'est des solutions sans en être. Je pense que vraiment les 6 mois en prêt à Séville ont été bénéfiques pour lui. Et là, il pouvait revenir. Voilà, sachant qu'on sait que toute l'équipe a été dégueulasse sur la première partie de saison et pas seulement Suso. Suso, bien sûr, n'était pas bon. C'est pour ça qu'il est parti. Mais pour moi, il méritait peut-être de revenir, sachant quand on voit tous les problèmes que ça crée à son poste. Pareil, regret sur Ricardo Rodriguez. Je pense pas qu'il aurait accepté le poste de second, mais on aurait pu au moins lui proposer. Je ne sais pas ce qu'il a été dit. Mais pour moi, voilà, c'est clairement une meilleure option que Laxalt. Donc, j'aurais aimé le voir en tant que second couteau, sachant que voilà, il y avait la Ligue Europa, donc il aurait eu du temps de jeu, Ricardo Rodriguez. Et pour moi, voilà, on le laisse à Torino, encore un concurrent, peut-être pas direct pour ce coup-là, mais on le laisse voilà, en Serie A. Il aura peut-être l'occasion de se révéler face à nous aussi. Mais pour moi, c'était une bien meilleure option que l'Axel. Donc, on a vendu Rodriguez en plus pour Kutchi, quoi. C'est 2 millions ou 3 millions. 3 millions et on l'avait acheté 15 3 millions. millions.
3 millions. Et pour moi, c'est un joueur qui ne vaut absolument pas 3 millions. Rien que pour voir son aura avec la sélection helvétique, c'est un des meilleurs joueurs de l'équipe, qui partent à 3 millions chez un concurrent en Serie A. J'ai trouvé ça complètement délirant. Donc voilà, sachant que lui aussi n'était pas forcément dégueulasse, ou en tout cas pas plus dégueulasse que les autres, moi j'ai plutôt un bon souvenir de Rodriguez. Donc voilà, assez déçu aussi par ce départ. En revanche, pour Bilia et Pepe Reina, on s'enlève vraiment 2 gros salaires pour des joueurs qui, voilà, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un Reina, sachant on a dû augmenter Zlatan de manière conséquente, sûrement Donnarumma aussi. Donc, il fallait libérer des fonds sur la masse salariale. Et pour un gardien, pour un deuxième gardien, il nous fallait un gars comme Tatarusanu, beaucoup moins cher. Donc, pour le coup, Bilia et Reina sont des bons départs, à mon sens, d'un point de vue économique. Donc voilà, j'attribue la note de 6/10. Théo. Je partage le pansement au cœur évoqué par Yann. Ça va faire bizarre de voir Giacomo Bonaventura sous un autre maillot la saison prochaine. Néanmoins, c'est chose faite. Il n'a pas été prolongé. Et comme tu le dis aussi, Guillaume, euh, un petit regret de mon côté de se dire qu'il ne pourra pas faire ses adieux devant un San Siro plein. De l'autre côté, on libère un petit peu ce mercato 2017-2018 qui avait été très lourd, aussi bien financièrement parlant que sur le terrain. Un joueur de plus de cette époque s'en va, en la personne de Lucas Biglia. Content que Biglia s'en aille parce qu'il n'a pas montré grand-chose malheureusement du côté de Milan. C'était un très bon joueur. Du côté de la Lazio, il avait montré de belles choses et force est de constater qu'il n'aura pas confirmé avec nous. Un peu plus déçu pour Suso, même si le contexte actuel me fait dire qu'il n'y avait peut-être plus cette magie qu'il avait avant, ce couloir droit qu'il a tant bien connu, tant bien parcouru avec nous. C'était peut-être plus celui qui lui convenait. On le voit sur la première partie de saison où il était en grande difficulté. Il a su se qualifier avec Séville pour la Ligue des Champions, remporter l'Europa League. Donc, je lui souhaite la meilleure des réussites en Andalousie, mais c'est un départ qui tourne surtout une page de l'histoire de notre club. Pepe Reina, tu le disais très justement, Guillaume, il fallait libérer une masse salariale. On a des prolongations qui vont être très coûteuses. Donc, recruter un gardien du même standard, du même calibre, sachant qu'on parle d'un deuxième gardien, pour moins cher, c'est forcément une bonne chose pour les caisses du club. Et puis, je crois que je te les ai tous cités. Ricardo Rodriguez, petite déception aussi. C'est un joueur qu'on a acheté bien plus cher. Adrien le disait à Wolfsburg. Il n'aura pas eu pas la reconnaissance, mais je dirais la continuité de niveau espérée. Je me souviens d'un match qu'il fait face à l'Atalanta la saison passée, où il délivre un centre extraordinaire pour Piątek qui marque sur une aile de pigeon. C'était vraiment l'un des matchs phares qui m'avait marqué, qui m'avait fait confirmer les espérances que j'avais sur ce joueur-là. L'arrivée de Théo Hernandez l'a complètement ruiné et il n'aura pas su s'en relever. Un prêt assez timide du côté du PSV Eindhoven, puis finalement un transfert par la petite porte du côté du Torino cette saison. Je lui souhaite évidemment de la réussite du côté du club de Toro, mais je me dis qu'on aura peut-être dû le garder histoire d'avoir une doublure plus fiable. On sait que Diego Laxalt était courtisé par le Lokomotiv Moscou en début de mercato, si je ne dis pas de bêtises. Mais bon, ça fait toujours bizarre de se dire qu'on va perdre une doublure fiable, à mon sens, à Théo Hernandez. Une note, je dirais 7/10, parce qu'on garde encore des joueurs comme Musakio, comme Léo Duarte, qui sont, à mon sens, des joueurs qui n'ont plus leur place dans l'effectif. On libère quand même une masse salariale. Devant, on n'a plus ce problème-là des joueurs inutiles, dans la mesure où Zlatan et le jeune Roback vont pour moi bien se répartir les tâches. Colombo aura peut-être aussi du temps de jeu. Mais voilà, encore quelques indésirables au club, mais on aura déjà fait un gros travail cet été. Adri. Des départs plutôt logiques. De toute façon, pour vous rejoindre à 100%, il fallait vendre avec les départs de Biglia et Reina. C'est vrai qu'on dégage de grosses masses salariales au club. Après, c'est vrai que pour Ricardo Rodriguez, je trouve qu'on a été quand même perdant. Alors oui, il avait quand même perdu du niveau. Puis voilà, avec l'arrivée de Théo Hernandez, il a été complètement barré. C'est vrai que 3 millions, on a acheté 15 millions, c'est vrai que c'est peu pour le coup. Après, pour vous rejoindre, les gros passements au cœur pour Jack et Suso qui ont été les deux éclaircis pendant pas mal de temps. Après, vous n'avez pas parlé par contre de Silva qui a quitté Milan pour 9 millions pour l'Eintracht Francfort. C'est vrai. Grosse déception. Moi, j'attendais beaucoup de lui
Il sortait d'une grosse saison à Porto, 44 matchs, 21 buts. Donc, il sortait pour le coup d'une plutôt bonne saison. Et à Milan, il nous a fait 40 matchs, 10 buts. Très, très peu. C'est vrai qu'en Serie A, il a eu beaucoup de mal. Il était par contre présent en Europa League à chaque fois. Mais grosse déception pour lui aussi. Après, voilà, à l'Eintracht Francfort, il se retrouve une santé, si je puis dire ça comme ça. Il Oui. fait des bonnes performances. De l'autre côté, ça nous permet de garder Rebic, qui arrivait pour rien du tout, pour 0 €. Donc, si je devrais moi donner une note, ce serait 7 sur 10, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est des départs logiques et on s'y attendait un peu tous, à part vraiment le faible montant de Ricardo Rodriguez, tout me semble plutôt logique. Je crois que c'est la première saison, je repense à ça parce que tu parles d'André Silva, mais je crois que c'est la première saison où le numéro 9 sera pas attribué. Il me semble que ça l'était le cas jusqu'ici. Et là, voilà, personne, ni même Zlatan, a osé reprendre ce numéro. Très content personnellement de ce choix-là. C'est un fardeau, ce numéro 9. J'aurais pas pensé dire ça un jour quand on voit l'histoire de notre club, mais depuis Pippo Inzaghi, je veux dire, la suite est absolument interminable. La liste du nombre de joueurs qui ont repris ce numéro sans succès Ouais. depuis me fait froid dans le dos. Et me dire que cette saison, nous n'avons ni un joueur à qui on a donné trop vite le numéro 9, ni un nouvel arrivant au club qui l'a pris, Mm. tout en sachant les responsabilités qu'il y a. Personnellement, je suis peut-être superstitieux là-dessus, Ouais. mais ça me rassure. Il n'y a Ouais, pas moi, je cette suis pression pareil. du numéro 9. Et voilà, tous les jours où il y avait peut-être un doute ou une suspicion au retour, c'est pas le cas. Rebic aurait pu le prendre à un moment, mais au final, ça s'est pas fait. Zlatan prend son numéro 11, il garde ses habitudes, et on va pas donner le numéro 9 aux jeunes, aux Colombo. jeunes même si il l'aura peut-être un jour, on lui souhaite, et puis on va pas non plus le donner à Robac. Un numéro 9 en moins, c'est toujours ça de prix, et personnellement, ça me rassure. Très bien. On va passer maintenant aux rumeurs qui sont autour de l'actualité de l'AC Milan. Tout d'abord, ça s'est un peu refroidi ces derniers jours, mais on en parlait en début de semaine. Paqueta à Lyon, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Yann? Alors pour moi, Paqueta, c'est un des plus gros regrets de notre effectif. Et j'ai vraiment l'impression que, encore avec l'arrivée de Brahim maintenant, que Paqueta n'a malheureusement plus notre place dans notre effectif. Qu'il aille à Lyon, pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait peut-être nous faciliter un possible échange, une possible transaction avec un joueur que j'affectionne tout particulièrement et qui se prénomme Memphis Depay? T'es bien Pourquoi optimiste. pas? Je suis très très optimiste. Non, j'y crois pas vraiment. Là, on parle vraiment juste du départ de Paqueta, qui pour moi malheureusement n'a plus sa place dans notre effectif. On lui a laissé assez de chance, on lui a laissé quelques opportunités Beaucoup même. en tant que titulaire, en entrant en cours de match. C'est vrai qu'on l'a pas toujours mis à son poste, mais j'ai l'impression que maintenant, avec encore cette arrivée de Brahim Diaz, j'ai l'impression que Paqueta est sur la liste des sortants et qu'il va partir. Après qu'il parte à Lyon, où la Fiorentina était aussi intéressée, Mm. je ne sais pas, mais je pense qu'il n'a plus, malheureusement plus sa place dans notre effectif. On parle d'un transfert aux alentours de 23 millions. C'est un bon prix pour Paqueta, Adri? Ouais, pour le coup, alors Milan a demandé à la base 25. C'est vrai qu'apparemment l'offre de Lyon elle se situe entre 20 et 23 millions. Il pourrait se relancer en Ligue 1, j'en suis persuadé. On ne peut pas le vendre plus, ça c'est une certitude. Donc ouais, je pense qu'honnêtement, aux alentours de 20-25 millions, c'est la bonne offre pour Paqueta. Et je suis même limite étonné que Lyon propose autant pour une première offre. Je pensais vraiment qu'on allait recevoir des offres, aller à quoi, Juninho. 15. Ouais, ouais, ouais. C'est Juninho, quand Ouais, même. c'est ça. Donc, ouais, je pensais vraiment plutôt qu'on allait recevoir des offres à 18 millions. Et c'est vrai que quand j'ai vu 20-23 millions, j'étais limite surpris. Donc, ouais, encore une fois, entre 20 et 25 millions, ouais, moi, je le vends. Ouais. Ok. Et Théo, ton avis là-dessus? Pas inévitable, mais je pense que ça devait arriver un jour malheureusement. Paqueta, c'est un joueur que je porte énormément dans mon cœur, mais force est de constater qu'il a pas un rendement, mais une capacité d'adaptation que je trouve assez limitée dans la Mm. mesure où si son match par exemple face à la SPAL post-Covid est très agréable à suivre parce qu'il est numéro 10, ses entrées ou ses titularisations dans le couloir, qu'il soit à droite ou à gauche, sont beaucoup plus discrètes et même parfois décevantes. Et avec la diversité de notre effectif Mm. et cette capacité pour beaucoup de joueurs à jouer à différents postes,
je pense à Ante Rebic ou à Can Çalhanoğlu par exemple, eh bien Lucas Paqueta n'est pas prioritaire. Un départ à Lyon ou à la Fiorentina, dans les deux cas, me ferait mal. Après, on a eu l'intervention de Monsieur Aulas il y a quelques jours sur Twitter, remettant en cause l'article de l'équipe et notamment leur imprécision et les fausses informations dessus. Donc, est-ce que le prochain club de Lucas Paqueta sera l'Olympique Lyonnais ou un autre club? Je ne sais pas. En tout cas, une chose est sûre, Adrien le disait très justement, je pense qu'on n'aura pas les 25 millions espérés sur ce joueur. Et ça fait quand même mal aux finances du club. C'est un transfert avec celui de Piontek qui a fait un trou assez conséquent dans les finances du club et de se dire qu'on ne va pas réussir cette fameuse plus-value dont on connaît l'importance dans un club comme nous qui a besoin de renflouer les caisses du club. C'est toujours, ça laisse toujours un petit goût d'amertume. Après, au-delà du prix, j'espère simplement que ce joueur se relancera dans un autre club ou que s'il est amené à rester avec nous cette saison, il trouvera sa place dans l'effectif, que ça soit en second couteau ou de manière, on va dire, définitive. Parce que je repense à André Silva dans un autre registre. Adrien parlait de son regret de le voir partir du côté de Eintracht Francfort. Mais je me souviens aussi que c'était un joueur qui, lorsqu'on jouait l'Europa League il y a 2 ans, avait cette capacité d'être excellent en Europa League, plus discret certes en Serie A, mais qu'on avait une rotation qui était fiable entre Cutrone et André Silva, qui nous avait permis, même si dans d'autres compartiments du jeu, on avait ressenti la fatigue au mois de mars, on n'avait au moins pas ce problème-là de savoir si devant qui allait être aligné ou qui allait être le moins fatigué, entre guillemets, pour jouer. Je ne pense pas qu'une telle rotation soit possible pour Paqueta, mais si elle était amenée à être mise en place, je pense par exemple à un rôle de numéro 10 uniquement en Europa League. Exactement. Ce serait une belle rotation et peut-être que ça lui permettrait de reprendre confiance. Pour moi, je pense qu'il faut le garder encore 6 mois. On verra ce qu'il fera en Europa League. Lui accorder ce temps de jeu-là. Lui dire pour l'instant, le championnat, c'est pour Cannes. Et toi, on te laisse le jeudi soir et montre-nous ce que tu vaux dans cette position de numéro 10 qui est la sienne. Moi, le regret que j'ai sur Paqueta, on en parlait dans l'émission avec Philippe Genin en fin de saison dernière, c'est vraiment son adaptation. C'est qu'à 20 ans ou 21, je ne sais plus quel âge il a, tu peux pas te permettre de dire je sais jouer que au poste de milieu offensif et je n'arrive pas à jouer en tant que milieu centre ou milieu droit. À 35, tu peux. À 20, je suis désolé, tu dois faire les efforts. Voilà, on n'est plus au Brésil. Enfin, voilà, tu n'es plus le joueur majeur de ton effectif. À toi de prouver que tu peux jouer. Et encore, on ne le met pas défenseur droit comme on a pu le faire avec Borini, tu vois. On le met vraiment milieu droit, milieu centre. C'est pas non plus, on le dézone pas non plus énormément. Mais voilà, c'est vraiment cette exigence qu'il a et de pas vraiment se remettre en question qui m'énerve et qui m'agace sur le terrain. Après, je suis convaincu que c'est un joueur qui peut être bon en Ligue 1. Juninho le suivait avant d'être directeur sportif à Lyon. Il le suivait au Brésil quand il était au Brésil. Il le connaissait avant qu'il signe à Milan. Donc, il a une connaissance de ce joueur. Et pour moi, c'est un joueur qui peut vraiment dynamiser la Ligue 1 qu'on connaît, et notamment au poste de milieu offensif. Donc, pour moi, ce serait pas déconnant de le voir là-bas. Je préférais d'ailleurs qu'il soit à Lyon plutôt qu'à la Fiorentina et qu'on continue à améliorer cet effectif de la Fiorentina avec nos joueurs. Mais voilà, en tout cas, j'aimerais lui laisser 6 mois et ensuite il partira je pense, à un prix conséquent au mercato d'hiver. On connaît le mercato d'hiver et peut-être que dans la précipitation, un club alignera peut-être les 25 millions qu'on espère tirer de ce joueur. Si jamais il réussit pas en Ligue Europa. Après, s'il est bon en Ligue Europa, tant mieux, on le garde. Mais je lui laisserai une dernière chance avec plus de matchs l'année prochaine. Yann, à toi. Oui, moi, je voulais droit réagir à ce que tu me dis d'attendre encore 6 mois. Alors oui, si tu le vois comme ça positivement, c'est possible, mais moi, je le vois presque plus comme un grand risque. Je trouve ça génial qu'on puisse encore, après maintenant une saison et demie, le revendre à 23 millions. Mm. Et je pense pas le risque de le garder encore 6 mois pour que tout à coup, il nous fasse un flop intersidéral et qu'il perde totalement sa valeur et qu'on doive le revendre pour 15 millions, quelque chose comme ça. Donc pour moi, pouvoir encore le revendre après une saison et demie comme il l'a fait en Europe, à ce prix-là, je pense qu'il ne faut pas réfléchir trop longtemps et il faut faire rentrer de l'argent dans les caisses. Après, Ouais. tout à coup, comme tu le dis toi, tout à coup, en lui disant, écoute mon coco, là, on te laisse le poste de numéro 10 en Europa League, vas-y, fonce, et qu'il arrive à reprendre confiance et à reprendre un bon niveau, ça peut peut-être avoir tout à Moi, fait j'y l'effet crois. contraire.
Mais moi, au vu de sa personnalité, de son adaptation, que soulignait très bien Philippe Genin, j'ai plus l'impression que ça va avoir l'effet contraire d'attendre encore 6 mois. Mais après, c'est clairement mon point de vue et ça n'engage que moi. Très bien. On va parler d'un autre joueur maintenant, Bakayoko, annoncé depuis le début du mercato au Milan AC pour un retour. Transfert peine à se faire. Théo, je te laisse commencer. Aimerais-tu voir Bakayoko revenir et si oui, dans quel contexte, à quel rôle? Effectivement, tu le dis très justement, Guillaume, ça me semble interminable, cette histoire, c'est bien simple. Évidemment que j'aimerais revoir Timo Bakayoko avec ce maillot, le revoir. Je revois régulièrement les passages d'interview où il dit que le numéro dont il est le plus fier d'avoir dans ce répertoire est le numéro d'un certain Paolo Maldini. Mm. Et quand on lui pose la question de choisir entre Chelsea et Milan, son cœur penche vers le club lombard. Mais pourtant, ces simples phrases, malheureusement, ne suffisent pas à faire avancer son transfert. Et que ce soit un prêt ou un transfert sec, j'espère toujours. Le mercato est décalé et se terminera fin septembre, début octobre, en raison de la crise sanitaire qu'on a traversée. Est-ce que ce sera suffisant en termes de délai pour pouvoir accueillir une deuxième fois Tchemo Bakayoko dans nos rangs? Je l'espère, même si voilà, il y a Sandro Tonali, même si on a déjà notre double pivot. On parle d'un joueur qui s'est déjà adapté une première fois et d'une très belle manière sous Gattuso et qui de toute façon dans une saison où il va y avoir beaucoup de matchs. On le dit assez souvent depuis le début de cette émission. La saison va être longue, elle va être plus courte en termes de durée, mais pas forcément en termes d'intensité et de nombre de matchs. Donc évidemment que ce n'est pas un joueur qu'on se doit de refuser, surtout, et tu le disais très justement Guillaume, quand on connaît sa situation du côté de Chelsea, où il n'est pas titulaire indiscutable, où il n'est pas encore durablement installé dans l'effectif Même pas dans le et groupe. où il a peu de chances de jouer cette saison. Il ferait un effort sur son salaire, il baisserait son salaire. J'ai vu ça. Toi, on sait que tu aimes beaucoup ce joueur, Yann Bakayoko. Tu as envie de le voir à Milan? Alors bien sûr, j'ai envie de le revoir à Milan. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est un des joueurs quand je suis allé à San Siro qui m'a le plus impressionné de par son positionnement, de par son abattage sur le terrain, de par sa prestance. C'est un joueur que j'adorais au poste de numéro 6. J'ai l'impression qu'il manque vraiment rien pour que ce transfert se fasse. Et la chose qui me semble un peu bloquer le transfert, c'est que j'ai l'impression qu'on a d'autres priorités en ce moment. J'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que la priorité vraiment en ce moment serait de recruter un défenseur central, voire un défenseur droit. Et je pense c'est l'impression que ça me donne depuis l'extérieur, c'est que Bakayoko aime Milan, Milan aime Bakayoko, Bakayoko serait prêt à faire un effort pour son salaire. Donc pour moi, ce transfert, il manque plus d'officialiser, de le conclure. Ce qui bloque, c'est que j'ai l'impression qu'on recherche d'abord à combler les trous de notre effectif qui sont pour moi le poste de défenseur central et le poste de latéral droit. Et j'ai aussi cette impression, enfin personnellement, je me concentrerai aussi un peu plus sur ces postes-là qui pour moi vont poser problème au long de la saison. On le voit déjà pour les premiers matchs où Romagnoli ne pourra pas être là, où Kier, on le sait, a été souvent blessé, a souvent quelques petits pépins physiques. On se retrouve vite avec une charnière centrale assez fragile au niveau de la défense. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt se concentrer sur ces postes-là. Après, en parlant juste de Bakayoko, bien sûr que je le prends, bien sûr que je vais même le chercher. Je prends ma voiture, je vais le chercher à Londres. Il n'y a aucun problème, Timoué. Je t'amène en Lombardie quand tu veux. Ok. Et Adri, toi, qu'en penses-tu de ce Voilà. possible transfert? Je suis complètement d'accord avec vous. Puis elle se serait dans la lignée du mercato intelligent, comme je disais tout à l'heure de la part de Milan. Si on prend Bakayoko, on prendra un mec qui s'est déjà acclimaté au championnat, comme le disait tout à l'heure Théo. Il connaît déjà la plupart de l'effectif. Donc en soi, il arriverait dans un groupe qui est sain, où il y a déjà l'alchimie, comme je disais tout à l'heure. Et voilà, il n'y aura pas besoin de s'acclimater parce qu'il est déjà acclimaté en soi à la Serie A. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est que le dossier traîne, mais traîne énormément. Au début du mercato, on n'entendait que parler de Bakayoko, accord de principe, il baisse son salaire, accord avec Chelsea, puis au final, non, mésentente sur l'option d'achat. Le problème, c'est que on le prendrait avec un prêt avec option d'achat, mais c'est vrai que Chelsea demande entre 30 et 35 millions pour un joueur qui, à la fin de son prêt, n'aura plus qu'un an de contrat. Donc c'est vrai que 30-35 millions pour un joueur qui restera plus qu'un an, c'est vrai que c'est énorme. Après, je pense clairement qu'il viendra. En tout cas, je le souhaite parce que j'aime beaucoup Bakayoko, j'aime beaucoup ce qu'il a fait à Milan.
Et ce serait un milieu, encore une fois, costaud qui arriverait. Donc, ouais, non, pour le coup, je pense que ça se fera, mais ça se fera, à mon avis, ça se fera vraiment vers la fin du mercato, parce que Milan va essayer de négocier, à mon avis, l'option d'achat qui est entre 30 et 35 millions. Très bien. On va évoquer la troisième rumeur. On ne pourra pas toutes les aborder. On a vu notamment la revue de presse sur Chiesa et Milinkovic. On n'en parlera pas dans cette émission, mais on reviendra peut-être voilà, si les rumeurs se sont confirmées dans la prochaine émission après le match de Ligue Europa et le premier match de championnat. En attendant, on parle également de Donnarumma et d'une prolongation autour de 10 millions. D'abord annoncé, puis ensuite remis en question. On pourrait penser aussi que le départ d'Antonio Donnarumma, qui a un salaire de 1 million au club, pourrait faciliter sa prolongation et une augmentation pour Gianluigi Donnarumma. Les gars, est-ce que on va prendre cette rumeur au pied de la lettre? Est-ce que 10 millions déjà pour Donnarumma, est-ce qu'il faut lui donner sans broncher? Théo? C'est une question très épineuse. Tu as raison de la soulever, cette question. En fait, chaque fois qu'il y a une augmentation de salaire pour Donnarumma, je repense à cette phase, cette prolongation. Je crois que c'était à l'été 2018, si je ne m'abuse, où il y a eu cette première revalorisation salariale très conséquente. Et derrière, on a senti un Donnarumma mentalement très, très perturbé. Je me souviens de matchs avec les moins de 21 ans où ça avait lancé des billets derrière les cages. Et je me souviens d'une pression constante dans le club où il a été formé, où il a connu la Serie A. C'est toujours ces revalorisations salariales qui, pour moi, on ne sait pas si elles sont vraiment à l'initiative du joueur ou de son agent Mino Raiola, mais avec un joueur dont on connaît parfois le mental un petit peu en dents de scie, comme Donnarumma. Pour moi, c'est vraiment des revalorisations salariales qui jouent sur le mental. Et là, on parle encore d'une augmentation passée à 10 millions annuels, passer devant Zlatan en termes de salaire. C'est pas que ça me semble inconcevable, c'est que ça me semble tellement haut en termes d'attente, surtout quand on sait les efforts que Milan a fait pour conserver Zlatan une année de plus. De ce que j'ai lu dans la presse, Milan ne pourra pas proposer plus de 7 millions annuels, le même salaire donc que pour l'attaquant suédois, mais déjà 7 millions pour un gardien certes extrêmement talentueux. Cette revalorisation salariale tous les ans ou tous les 2 ans me fait dire que j'espère qu'en cas de future revente, qui va pour moi arriver un jour ou l'autre, on arrivera à un montant extraordinaire parce que on l'aura vraiment très, très, très bien gâté financièrement tous les 2 ans avec à chaque fois un salaire extraordinaire. Certes, gardien extraordinaire, mais des problèmes à chaque revalorisation salariale, quoi. Donc, j'espère que ce feuilleton va rapidement se terminer pour l'intérêt du joueur et du club. Adri? Ouais, je rejoins complètement Théo. C'est vrai que là, on parle d'une grosse revalorisation salariale. Il est très jeune, c'est vrai qu'on parle sûrement de l'un des meilleurs gardiens du monde. Avec Tonali, c'est les deux plus gros cracks en Italie à mes yeux, mais c'est 10 millions d'euros. Après, honnêtement, moi, je lui donnerais, mais c'est vrai, 10 millions d'euros maintenant, qu'est-ce que ce sera dans 2 ans, dans 3 ans, quoi. Je pense que, ouais, je rejoins complètement Théo là-dessus. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne pourra plus assumer, entre guillemets, toujours une revalorisation. À un moment donné, ça va bloquer, c'est sûr et certain. Quand tu vois déjà qu'un Zlatan, on a galéré à lui donner plus en salaire, le temps que ça a pris. À Donnarumma, le feuilleton date de 2018, le temps que ça a pris et ce que ça a mis sur son mental aussi, ça va être encore une affaire bien compliquée. Pourquoi on a prolongé Zlatan à 7 millions? Tout simplement parce que Zlatan veut être le plus gros salaire du club parce qu'il estimait être le meilleur joueur du club. Donc on a donné ces 7 millions pour qu'il passe devant Donnarumma. Je trouverais ça malhonnête de la part des dirigeants de l'AC Milan pour 3 semaines après donner à nouveau le plus gros salaire à Donnarumma. Pour moi, la bonne solution pour Donnarumma, c'est lui faire un salaire à 7 millions. Voilà, s'il veut être augmenté, sachant qu'il a un contrat qui arrive à sa fin dans l'année prochaine ou dans 2 ans. C'est ça. Enfin voilà, on parle de 1 ou 2 années. Je mettrais 7 millions sur Donnarumma sur un contrat de 5 ans, là pour le coup, et avec une option en cas de qualif en Ligue des Champions, on lui donne les 10 millions. Parce qu'on aura les finances qui permettront. On vend pas de la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On lui donne pas les 10 millions dès maintenant. On laisse Zlatan avec ce statut de plus gros salaire au club. On aligne Donnarumma et par la suite, si on retrouve la Ligue des Champions, voilà, pour moi, c'est le meilleur joueur du club. Donnarumma, c'est le meilleur joueur actuel. C'est celui qui a encore le plus de potentiel et c'est celui qui vaut le plus cher. Donc, normal qu'il estime valoir plus.
D'autant que tu le mets en Angleterre, Donnarumma, il les a sans sourcil, les 10 millions. Donc pour moi, voilà, mais dans les finances actuelles du club, impossible de mettre 10 millions maintenant sur Donnarumma avec ce qu'on a promis à Zlatan. Ton argumentaire est très juste, Guillaume. On parle d'un joueur dont le contrat se finit dans 1 an. Donc, pourquoi pas lui accorder ces fameux 10 millions d'euros, 6 millions retrouve la Ligue des Champions. Si on sait que cette prolongation de contrat n'aboutit pas, Donnarumma s'en ira l'année prochaine, que son contrat se termine en 2021. Voilà, et bloquer une bonne fois pour toutes en le mettant 5 ans au club. Et là, on lui dit, voilà, c'est ta dernière belle augmentation. On te donne tes 10 millions, mais tu restes 5 ans, quoi. Et en le barricadant, et si jamais il veut partir, et bah, les autres clubs devront mettre 80 millions sur ce joueur. Toi, ton avis, Yann, sur la question? Moi, j'ai déjà beaucoup de peine avec son agent Mino Raiola, qui est un joueur de marionnette, qui arrive à jouer avec les dirigeants, qui arrive à lancer des rumeurs, ensuite les démentir, et qui arrive avec ça de fil en aiguille à faire augmenter des salaires. Il a absolument beaucoup de talent pour ce genre de choses, et il l'a très bien compris avec nous. Donnarumma est un joueur qu'on veut à tout prix garder, qu'on a envie de mettre au centre de notre projet. On l'a vu avec l'absence de Romagnoli, c'est lui qui va porter le brassard de capitaine. C'est vraiment un joueur qui est au centre de notre projet. Et ça, Mino Raiola l'a très bien compris et sait qu'il peut jouer avec nous pour faire augmenter le salaire de sa petite pépite italienne. Oui, c'est une situation très difficile. Mais moi, personnellement, oui, Donnarumma est un excellent gardien. Oui, il fait avec nous d'excellentes saisons depuis un moment. Mais l'objectif qui est de se qualifier en Champions League n'a toujours pas été atteint. Et je pense que si oui, le joueur doit se mettre au rang de l'effectif et se dire, OK, tout le monde fait les efforts au niveau de la masse salariale. Je verrais aussi ça un peu malhonnête d'avoir la prétention de demander 10 millions par saison. Maintenant, ouais. Très bien, Yann. On va passer maintenant au débat du jour sur Kalulu et son avenir à court terme au poste de latéral droit. Peut-il, selon vous, les gars, s'imposer à ce poste? Alors, je pense qu'il y a les capacités, parce que c'est vrai qu'on regarde à chaque fois, Conti, par exemple, est toujours blessé et les blessures qu'il a à chaque fois, il est éloigné assez longtemps du terrain. Calabria, voilà, lui, il va nous faire une bonne prestation, puis il va nous enchaîner 3 mauvaises. Donc, c'est vrai que Kalulu, pour moi, il va avoir ses chances de jouer de toute façon. On le voit en match amicaux, il nous a montré quand même de bonnes choses, hein, pour le coup. Notamment avec son but qu'il met face à quoi? C'était face à Monza, c'était ça? Il me Oui, semble. Oui, Ouais, San Siro. voilà, c'était ça. Donc voilà, il montre des belles choses comme toute l'équipe, hein, quasiment de toute façon. Mais il aura ses chances, c'est clair et net. Il les aura surtout, je pense, en Europa League ou en Serie A face à des équipes de bas de tableau. Sur le court terme, de ce que j'ai vu en tout cas, je pense qu'il peut faire quelque chose à ce poste-là, ouais, sur le court terme. très bien. Yann? Oui, alors ce que je tiens juste à rappeler, après, alors le talent du joueur, pour commencer, oui, c'est un joueur que j'ai trouvé très intéressant, très rapide, qui peut très bien se porter sur l'offensive et qui a une assez bonne qualité de centre. De ce que j'ai vu, je n'ai pas eu l'occasion de voir tous les matchs amicaux, mais sur ce que j'ai vu, j'ai été très, très impressionné par le talent du joueur, surtout pour son jeune âge, hein. C'est important de le rappeler, il n'a que 20 ans. Le but qu'il nous met à Monza, c'est la grande classe aussi. Après, je tiens quand même à rappeler qu'on a joué uniquement la meilleure équipe contre qui il a joué en match amical. C'est une équipe qui vient d'être promue de la série C à la série B. Donc, c'est quand même un niveau assez faible. Et ça, je tiens quand même à le rappeler. Et ensuite, c'est aussi important de le savoir, Pierre Kalulu n'a jamais joué en équipe professionnelle. Le plus haut niveau qu'il a joué, c'est avec l'équipe réserve de l'OL, qui évolue dans l'équivalent de ce qui est de la division 4 en France, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un joueur qui est jeune. Comme je l'ai dit en tout début d'émission, ne précipitons pas ces joueurs. Laissons-les s'acclimater à la Lombardie, à l'Italie, avec la Primavera. Alors oui, laissons-lui peut-être sa chance en Europa League ou ça, mais à court terme, je ne le vois pas prendre la place de latéral droit au niveau titulaire. Je verrais D'accord. plutôt un joueur comme Calabria. Enfin, en fonction de l'effectif que nous avons en ce moment, je pense que c'est Calabria qui a sa place Ouais. à ce poste-là. Conti se blessera de toute façon à un moment ou à un autre dans la saison, donc Kalulu aura ses chances peut-être. À toi, Théo.
Écoute, je rejoins largement l'avis de Yann et Adrien. J'ai quand même un optimisme énorme. Enfin, tout simplement, ça fait un bon bout de temps qu'on a pu vu un latéral droit aussi prometteur dans nos rangs. Euh, Au-delà de sa préparation aussi sur le terrain, c'est en dehors des terrains que les médias italiens sont très élogieux à son égard. En termes de préparation ou d'avenir, c'est un joueur qui a déjà conquis une partie du vestiaire. Après, voilà, l'enthousiasme, c'est bien. Le terrain, c'est mieux. Yann a entièrement raison de souligner le niveau des équipes que Miller a affrontées pour sa préparation. Donc, j'attends de voir. J'ai aussi quand même un petit peu cette envie de me dire que le joueur a une envie de prouver et de réussir parce que depuis qu'il est parti, Rudy Garcia pleure son départ. En Mm. conférence de presse, il évoquait les regrets du départ de son jeune prodige. Il annonçait aussi que Juninho lui avait promis une place de titulaire et qu'elle était toute faite. Le contexte actuel du club lyonnais, avec les départs de Kenny Tété et Raphaël, le confirme encore plus. À nous de montrer qu'on a bien fait de recruter ce joueur. Et si une hiérarchie devrait être mise en place, évidemment que de voir Kalulu ne serait-ce que prendre du temps de jeu ou jouer 1 heure tous les jeudis en Europa League, ce serait que du positif pour nous parce qu'on sait que on a quand même une doublette Calabria-Conti où il serait de mauvaise foi de dire qu'elle nous satisfait depuis quelques saisons. Très bien. On va passer au dernier sujet, les gars. Je vais vous demander de vous mouiller sur la saison prochaine et de pronostiquer votre top 6 qui va finir dans les places en Europe. Je vous laisse commencer. Je commence par Yann. Alors, pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est clair, le titre va se jouer entre la Juventus et l'Inter. Je pense que au niveau de l'effectif des deux équipes, on a clairement, elles sont clairement un niveau en dessus des autres. L'Inter qui a recruté encore Hakimi et qui met vraiment à disposition les joueurs dont Conte a besoin pour pouvoir évoluer dans sa défense à 3. Je pense que l'Inter va vraiment titiller la Juventus cette saison. Mm. Maintenant, la Champions League, on va faire preuve un peu de chauvinisme quand même. Je vois quand même Milan cette année accrocher une 4e place. En 3e place, je pense que ça va se batailler avec la Lazio. Je vois pour la Champions League une bataille entre la Lazio, l'Atalanta et Milan, entre 3, 4 et 5e place. Je vois ces trois équipes la saison prochaine. La Lazio qui va très certainement garder tous ses joueurs clés, dont Luis Alberto et Milinkovic-Savic, avec Immobile qui est aussi qui finit la saison de manière excellente. L'Atalanta qui va pour moi encore cette saison surfer un peu sur sa vague. Je les vois se batailler avec Milan pour une 4e place. Mais je mettrais l'Atalanta 3e et Milan 4e. Et ensuite, 5 et 6e, j'ai envie de mettre la Lazio et 6e, le Napoli, qui va batailler également avec l'AS Roma, qui est un peu en restructuration. On l'a vu, le club a été racheté. Dzeko est peut-être sur le départ. Zaniolo, gros coup dur avec la nationale et où le genou a à nouveau pas tenu le coup. Donc la Lazio, je les vois malheureusement en dehors de l'Europe la saison prochaine. Ok, Théo. Au même titre que Yann, j'attends une bataille acharnée entre la Juve et l'Inter pour le Scudetto. Le manque flagrant du mercato de la Juve, qui pour moi n'a pas résolu ou n'a en grande partie pas résolu les problèmes de la Juve la saison passée. Je pense à le renouvellement des latéraux ou ne serait-ce qu'un joueur Forikas au milieu de terrain, me fait dire que l'Inter sera probablement champion la saison prochaine. Faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître leur renaissance et le parcours qu'ils franchissent avec brio depuis quelques années. Donc, je vois l'Inter champion, suivi de près par la Juventus. L'Atalanta qui finirait pour moi sur la 3e marche du podium. Le départ de Timothy Castagne est largement effacé par la très bonne saison de Gossens qui sera titulaire indiscutable la saison prochaine. Pasalic a été acheté définitivement. Christian Piccini vient renforcer le côté droit. Miranchuk qui est arrivé en provenance du Lokomotiv Moscou. Mercato complet, les joueurs type restent. Il y a de l'expérience partout et des jeunes. Donc l'Atalanta sera sur le podium à mes yeux. Milan 4e parce que les 3 de devant me semblent inatteignables, que ce soit en termes de qualité de joueur ou d'habitude de jeu. Finir à cette 4e place sera déjà un exploit. On n'a pas rejoué la Ligue des Champions depuis 2013.
Retrouver la Ligue des Champions, je serais déjà un grand pas. J'ai du mal à voir la Lazio en dehors du top 4, mais j'ai aussi cette appréhension, on va dire, sur Simone Inzaghi, qui fait pour moi vraiment partie de ces coachs qui n'arrivent pas à concilier championnat et Coupe d'Europe. On le voit encore cette année avec une élimination en phase de poule dans un groupe avec Rennes et les Celtic Glasgow. Sans manquer de respect à ces équipes-là, quand on a le Capo Cagnonere dans ses rangs, on se doit de passer les phases de poule. Et ça fait plusieurs années que Simone Inzaghi ne fait pas du tout la part des choses entre le championnat et la Coupe d'Europe et aller d'une équipe C tous les jeudis. Donc là, c'est la Ligue des Champions. Et je ne le vois pas, avec la profondeur de banc actuelle, être capable de concilier les deux. Donc, il va y avoir un choix de direction qui va lui demander soit de s'investir pleinement sur la Ligue des Champions, soit de continuer cette course au podium en Serie A. Mais dans les deux cas, je ne le vois pas avoir cette capacité-là de concilier les deux et par conséquent de finir en dehors du top 4. Et la 6e place sera pour moi, pour la Roma. Le Napoli est encore en construction. Le rachat récent de la Roma, comme le souligne très justement Yann, est assez optimiste. Après avoir si Edin Dzeko quittera ou non les rangs de l'AS Roma, on sait que c'est l'attaquant titulaire de la Roma et qui sera difficilement remplaçable. Mais aussi une belle lutte à la 6e place entre la Roma et le Napoli. Adri, à toi. On va avoir de toute façon une lutte acharnée dans le top 6. Après, c'est vrai que pour vous rejoindre, je vois clairement l'Inter, moi, champion cette année. Déjà, il y a eu l'arrivée d'Hakimi, puis on parle aussi des arrivées de soit Kanté, soit Vidal au milieu de terrain. Donc, c'est vrai que s'il arrive à se renforcer avec l'un de ces deux joueurs-là. Kanté va rester. Kanté va rester à Chelsea, j'en suis persuadé. Ouais, à voir. Après, moi, je vois la Juve deuxième. Je suis curieux de voir si entre Pirlo et la Juve, ça va matcher. Je suis très curieux de voir ça. Je mets par contre troisième, je vais mettre l'Atalanta. Je les vois mal en dehors du top 3. Ils nous ont encore montré un beau football cette année. Je parlais justement d'Alchini tout à l'heure. L'Atalanta, là, clairement. Je vois clairement l'Atalanta troisième. Milan, je les vois quatrième. Mais ils vont batailler avec l'Atalanta pour la troisième place, j'en suis persuadé. Ensuite, je vois la Lazio, Rome 5e et Naples 6e. Ok. Pour ma part, je vois la Juve encore s'imposer avec CR7 encore qui va faire une saison exceptionnelle. Je pense que voilà, on parle plus de lui pour le Ballon d'Or depuis 3 saisons. Je pense que ça commence à le trottiner et je pense vraiment qu'il va faire une grosse saison avec la Juve qui a enregistré quelques départs, mais pas non plus quelque chose de fou. Ils enregistrent par contre l'arrivée d'Arthur au milieu de terrain. Pirlo, pareil. En fait, je pense que ça va soit merveilleusement bien se passer, soit très vite, ça va être compliqué pour la Juve. Mais en tout cas, je pense que la Juve gagnera encore le Scudetto cette année. L'Inter en deuxième position, pour les raisons que vous avez évoquées. L'AC Milan en troisième. Moi, je suis assez optimiste. Je les mets top 3. Bien sûr que ça va être une lutte acharnée. En quatrième, je mets la Lazio. Parce que voilà, avec Immobilier, etc., ils n'ont pas bousculé leur effectif. Ils gardent pour l'instant encore Milenkovic et Immobilier. Donc voilà, la Lazio, ils enregistrent l'arrivée de Pepe Reina pour la Ligue des Champions. Ça va être important parce que c'est un joueur qui pourra être déterminant dans cette compétition et qui a beaucoup d'expérience. En cinquième position, je mets le Napoli. Avec Osimhen, on va voir s'il a les épaules pour voilà, exceller dans cette compétition et pour s'imposer au Napoli. Mais je vois Gattuso finir à la 5e place. Et derrière, oui, messieurs, j'ai vu les gros yeux de Théo, je mets l'Atalanta en 6e position. Pour moi, il va falloir voir. Je ne suis pas sûr qu'ils aient la profondeur d'effectif pour jouer et la Ligue des Champions et la Serie A. Là, ils ont créé la sensation l'année dernière. Tout le monde sait maintenant comment ils jouent et comment peut-être les contrer. Donc, je pense que les équipes de Serie A vont être davantage plus méfiantes sur les contre-attaques. J'ai du mal à croire. Après, voilà, ils seront à la lutte. On va s'attendre à leur jeu. On connaît maintenant le jeu de Gasperini et je pense que voilà, ce sera plus compliqué pour eux cette année. Je mets donc du coup la Roma et la Fiorentina que je vois réaliser une bonne saison aussi en dehors du top 6, mais qui ne seront pas très loin. Voilà, messieurs. Merci les gars. Merci, chers auditeurs, de nous écouter. Pensez à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Cliquez sur le pouce bleu et la cloche pour être au courant de la sortie de nos émissions. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao tout le monde.